Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur le phénomène de l'hérédité. L'OG 9, comprendre le phénomène de l'hérédité. Alors aujourd'hui, nous allons passer à l'OS 9.3, expliquer les exceptions aux lois de Mendel. Alors après la codominance, après la létalité, après l'hérédité liée au sexe, nous allons passer à une autre exception aux lois de Mendel. Alors pour mettre en évidence cette nouvelle exception, qui sera présentée par M. Malunda Service, professeur de SVT, alors nous allons revenir sur les études précédentes. Qu'est-ce que nous avons déjà étudié? On a étudié le monohybridisme. Nous avons étudié le dihybridisme. Le monohybridisme, c'est la transmission d'un gène ou d'un couple de gènes, d'un couple d'allèles. Vous avez par exemple un gène A avec un couple d'allèles grand A et petit a, qui sera donc transmis aux descendants. Donc les parents transmettent à leur descendance un gène. Et là, vous avez donc le monohybridisme. Et ce gène va permettre l'apparition d'un phénotype. Vous avez par exemple le gène A qui va permettre l'apparition du phénotype A. Dans le dihybridisme, c'est l'étude de la transmission de deux gènes. Vous avez par exemple le gène B qui va permettre l'apparition du phénotype B, et vous avez le gène C qui va permettre l'apparition du phénotype C. Donc, dans le dihybridisme, vous avez donc les parents qui transmettent deux gènes, et ces deux gènes vont permettre l'apparition de deux phénotypes. Est-ce qu'il en est toujours ainsi? Il peut arriver que des parents transmettent deux gènes, et au lieu d'avoir deux phénotypes pour ces deux gènes-là, on a seulement un phénotype. Par exemple, ici, j'ai le gène A, j'ai le gène B, transmis par les parents, mais on arrive au niveau de la descendance, il y a seulement un phénotype A. Ici également, vous avez le gène petit a, le gène grand B, mais à la descendance, vous avez seulement le phénotype A. Et on constate donc que il y a un phénotype dont l'expression ne s'est pas manifestée. Alors, vous avez par exemple le gène B ici, qui devait permettre l'apparition du phénotype B. Mais dans la descendance, le phénotype B n'existe pas. Ici également, vous avez le phénotype B qui devait apparaître, mais on constate que le phénotype B n'apparaît pas. Donc, nous avons deux gènes, mais à ces deux gènes-là, il y a seulement un phénotype. Pourquoi l'autre phénotype ne s'est pas manifesté? En l'occurrence ici, le phénotype B. Il ne s'est pas manifesté tout simplement parce que il a été inhibé. Vous avez par exemple le gène A qui a empêché au gène B de s'exprimer pour faire apparaître le phénotype B. Alors, vous avez également le gène petit a qui a interagi avec le gène B pour empêcher l'expression du phénotype B. Donc là, vous avez deux gènes, mais à ces deux gènes-là, vous avez seulement un phénotype. L'autre phénotype ne s'exprime pas, alors que son gène est là. Donc son gène est présent, mais son gène ne s'exprime pas. Pourquoi le gène ne s'exprime pas? Parce qu'il a été inhibé par un autre gène. Donc, vous avez ici le gène grand A qui a empêché au gène B de s'exprimer et de faire apparaître le phénotype B. Donc là également, vous avez le gène petit a qui a interagi avec le gène grand B et a empêché au gène grand B de faire apparaître le phénotype B. Donc cette interaction entre deux gènes, c'est ce qu'on appelle l'épistasie. Donc, la notion que nous allons voir aujourd'hui s'intitule l'épistasie. Alors, quelle est la conséquence de cette épistasie sur les proportions de Mendel? Nous avons ici un dihybridisme. Nous savons que dans un dihybridisme, en F2, nous devons avoir les proportions 9/16, 3/16, 3/16 et puis 1/16. Si nous prenons les deux gènes A et B, on va avoir pour phénotype grand A, grand B,
grand A, petit b, grand A, petit a, grand B. Et ici, nous avons petit a, petit b. Alors maintenant, si le gène A empêche l'expression du gène B, ça veut dire que là, nous aurons seulement le phénotype A. Le phénotype B ne s'exprime pas. Donc nous aurons ici 9/16. Là également, on aura le phénotype A, on fera 3/16. Et ici, nous aurons le phénotype AB, 3/16. Et là, nous aurons le phénotype petit a, petit b. Donc ici, l'allèle grand A empêche l'expression de l'allèle grand B. L'allèle grand B qui est dominant, qui devait normalement s'exprimer, l'allèle grand B ne s'exprime pas. C'est pourquoi nous avons seulement un phénotype A, le phénotype A. Alors pour le reste, il n'y a pas de changement. Ici, c'est l'allèle grand B qui s'exprime parce qu'il est dominant. Alors, lorsque nous comptabilisons, ici, nous aurons donc 12/16. 9 plus 3, ça fait 12. Alors, ici, il n'y a pas de changement. On aura toujours 3/16. Et puis, nous avons 1/16. Donc, au départ, nous avons 4 phénotypes ici. Phénotype grand A, grand B, phénotype grand A, petit b, phénotype petit a, grand B, phénotype petit a, petit b. Mais à la fin, on se retrouve avec 3 phénotypes. Donc, l'épistasie ici a modifié le nombre de phénotypes que l'on doit obtenir en F2 d'une ségrégation indépendante, d'un dihybridisme avec ségrégation indépendante. Au lieu d'avoir 4 phénotypes dans les proportions 9/16, 3/16, 3/16, 1/16, on a maintenant 3 phénotypes dans les proportions 12/16, 3/16, 1/16. Là, vous avez une épistasie qui est qualifiée d'épistasie dominante. Pourquoi dominante? Parce que vous avez donc interaction entre un allèle dominant et un autre allèle dominant. Donc, vous avez donc un gène dominant qui empêche l'expression d'un autre gène dominant. Ça, c'est l'épistasie dominante. Alors, maintenant, si nous avons ici cette situation-là, vous avez un gène récessif qui empêche l'expression d'un gène dominant. À ce moment-là, vous avez une épistasie récessive. On va regarder au niveau des proportions. Qu'est-ce que cela va nous donner? Alors, on aura toujours là, dans cette situation-là, nous devons avoir 9/16 de grand A, grand B, 3/16 de grand A, petit b, 3/16 de petit a, grand B, 1/16 de petit a, petit b. Alors ici, il n'y aura pas de changement. On aura toujours 9/16 de AB. Ici aussi, il n'y aura pas de changement. 3/16 de grand A, grand B. Ici, compte tenu de cette interaction entre l'allèle petit a et l'allèle grand B, l'allèle petit a empêche l'expression de l'allèle grand B. Et à ce moment-là, nous aurons seulement le phénotype petit a. Et là également, nous avons le phénotype petit a. Donc, on aura ici 3/16. Et là également, nous aurons 1/16. Et si on fait le total, là, j'ai 9/16, 3/16, et puis les deux A là, ça nous fait 4/16. Donc, vous avez de nouvelles proportions. 9/16, 3/16, 4/16. Donc, là également, nous passons de 4 phénotypes à 3 phénotypes. Mais les proportions ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc, pour une épistasie dominante, nous aurons donc les proportions 9/16, 3/16, 3/16, 9/16, non, 12/16, 3/16, 1/16. Ça, c'est les proportions d'une épistasie dominante. 12/16, 3/16, 1/16. Et les proportions d'une épistasie récessive, c'est 9/16, 3/16, 4/16. Donc, la notion que nous allons étudier aujourd'hui, c'est l'épistasie. Et cette épistasie a 2 composantes. Il y a l'épistasie dominante et il y a l'épistasie récessive. Cette épistasie va modifier donc les proportions d'un dihybridisme avec ségrégation indépendante. Donc, au lieu d'avoir 4 phénotypes, nous avons maintenant 3 phénotypes. Bien, donc, vous écrivez, c'est petit 4, l'épistasie.
nous allons définir cette épistasie. Avant de passer à des exemples plus précis. Alors ça, je peux effacer. Bien, vous allez écrire en même temps que moi. L'épistasie est un type d'interaction entre deux gènes indépendants dont l'un inhibe l'expression de l'autre. Point virgule. Cette interaction n'est pas réciproque et permet d'obtenir trois phénotypes au lieu de 4. Un point. On distingue deux types d'épistasie. Deux types d'épistasie, deux points. On distingue deux types d'épistasie, deux points. Alors, dominante et récessive. Alors, je vais reprendre la lecture pour une meilleure compréhension. L'épistasie, par définition, est un type d'interaction entre deux gènes indépendants dont l'un inhibe l'expression de l'autre. Cette interaction n'est pas réciproque et permet d'obtenir trois phénotypes au lieu de 4. On distingue deux types d'épistasie. Il y a une épistasie dominante et il y a une épistasie récessive. Voilà. Je vous donne quelques secondes pour recopier. Et nous allons donc, avec des exemples bien précis, regarder quels sont ces différents types d'épistasie. Alors, nous allons commencer par l'épistasie récessive. Alors, avec toutes les explications qu'on vient de donner tout à l'heure, nous savons qu'est-ce que l'épistasie récessive. Donc, vous allez simplement noter lorsqu'un allèle récessif d'un gène empêche l'expression de l'allèle
dominant d'un autre gène. On obtient les proportions neuf seizièmes, 3 seizièmes et 4 seizièmes. Alors, nous reprenons. L'épistasie est dite récessive lorsqu'un allèle récessif d'un gène empêche l'expression de l'allèle dominant d'un autre gène. Et nous avons les proportions 9 seizièmes, 3 seizièmes, 4 seizièmes. Nous allons voir cela à partir d'un exemple. Alors, exemple. Nous prenons le cas des drosophiles. Alors, les drosophiles, ce sont les mouches du vinaigre, ce sont des insectes que l'on trouve autour des fruits sucrés. Donc, chez la drosophile, il existe 2 gènes que nous allons intituler le gène 1 et puis le gène 2. Le gène 1 possède les allèles grand A et petit a. Grand A permet la mise en place de l'œil. La mise en place de l'œil. Et petit a empêche la formation de l'œil. Ensuite, nous avons le gène 2. Le gène 2 qui possède les allèles grand B et petit b. Grand B permet la coloration de l'œil. Petit b ne permet pas cette coloration. Donc, pour bien expliquer cette notion d'épistasie récessive, nous avons donc utilisé la drosophile. Donc, nous avons pris donc chez cette espèce les gènes 1 et 2. Chacun de ces gènes possède l'allèle grand A et petit a. Ça, c'est pour le gène 1. Et pour le gène 2, nous avons l'allèle grand B et petit b. Alors, on va faire un croisement. On va faire un croisement.
on croise des drosophiles parentales de race pure. Alors, le croisement est le suivant. Alors, nous allons prendre les parents, ce sont des drosophiles ayant des yeux colorés. Nous allons les croiser avec des drosophiles sans yeux. Bon, des drosophiles qui sont donc aveugles. Drosophiles sans yeux. Alors, quel est le phénotype ici? Des drosophiles qui ont des yeux colorés. Drosophiles aux yeux colorés. Alors, sachant que nous avons une épistasie récessive, c'est-à-dire l'allèle petit a, qui va donc empêcher l'expression de l'allèle grand B. Alors, les drosophiles ici ont des yeux. Quel est l'allèle qui est responsable de la mise en évidence, de la mise en présence, de la mise en place de l'œil? C'est l'allèle grand A. Donc, les drosophiles qui ont les yeux possèdent l'allèle grand A. Ces drosophiles ont les yeux colorés. Quel est l'allèle qui est responsable de la coloration des yeux? Il s'agit de l'allèle B. Alors, nous avons dit que B permet la coloration de l'œil. Donc, ces drosophiles ayant des yeux colorés, ils ont l'allèle grand B. Donc, ils ont des yeux. Ça veut dire qu'ils ont l'allèle responsable de la mise en place de l'œil. C'est l'allèle grand A. Ils ont des yeux colorés. Ça veut dire qu'ils ont l'allèle responsable de la coloration de l'œil. Il s'agit de l'allèle B. Maintenant, les autres drosophiles, ce sont des drosophiles aveugles. Et on sait que l'allèle petit a empêche la formation de l'œil. Donc, cet allèle est donc présent chez ces drosophiles. Donc, on va mettre petit a et petit b. Alors, génotype. Génotype. Alors, on a dit que les parents sont de race pure. Alors, comment on écrit le génotype d'un individu de race pure? Alors, ça va nous faire grand A sur grand A ici, et puis grand B sur grand B. Et là également, nous aurons petit a sur petit a, et là, vous avez petit b sur petit b. Alors, les gamètes. Les gamètes, nous aurons donc ici grand A, grand B, et là, nous aurons petit a, petit b. Ces gamètes vont fusionner lors de la fécondation et ça va nous donner les individus de la F1 dont le génotype sera grand A sur petit a et grand B sur petit b. Et le phénotype c'est grand A, grand B. Et on obtient ici 100% hybride à yeux colorés. « 100% hybride à yeux colorés. » Alors, on croise des drosophiles parentales de race pure. Alors, les parents, yeux colorés croisés avec sans yeux. Phénotype A, B. Génotype, vous avez ceci. Les gamètes, et en F1, nous avons ceci. Bien, donc, nous reprenons. Alors, l'épistasie est dite récessive lorsqu'un allèle récessif d'un gène empêche l'expression de l'allèle dominant d'un autre gène. Alors, on obtient les proportions 9/16e, 3/16e, 4/16e. Alors, ce sont les proportions phénotypiques de la F2. Il faut préciser, proportion phénotypique de la F2. Donc, on obtient en F2, alors on peut préciser ça, on obtient en F2 les proportions
phénotypique, 9/16, 3/16 et 4/16. Alors, exemple, pour mettre en évidence, pour retrouver ces proportions-là. Alors, on a pris l'exemple de la drosophile. Donc, on va étudier la transmission de deux gènes. Le gène 1 avec les allèles grand A et petit a. Grand A qui permet la mise en place de l'œil et petit a qui empêche la formation de l'œil. Le gène petit 2 qui possède les allèles grand B et petit b. Grand B permet la coloration de l'œil. Petit b ne permet pas cette coloration. Donc, on va réaliser le croisement entre des drosophiles parentales de race pure. Il y a des drosophiles. Alors ça, c'est le parent P1 qui a des yeux colorés. Et ça, c'est le parent P2 qui est sans yeux. Alors, le parent P1 qui a des yeux colorés a pour phénotype grand A, grand B. Et le parent qui est sans yeux, nous avons donc petit a, petit b. Alors, génotype, comme les parents sont de race pure, nous allons donc mettre grand A sur grand A, grand B sur grand B. Et nous allons mettre petit a sur petit a, petit b sur petit b, gamète. Voilà ce que ça nous donne. Alors, nous allons passer maintenant au croisement des hybrides. Après avoir croisé les parents, nous passons aux hybrides. Alors, c'est la F1 croisée avec la F1. Alors, phénotype. Alors, les hybrides AB croisés avec AB. Génotype. Génotype. Alors, ce sont les génotypes que nous avons là-bas. Alors, A sur petit a, grand B sur petit b, et là aussi, grand A sur petit a, et grand B sur petit b. Ce sont les génotypes. Alors, les gamètes. Alors, selon la troisième loi de Mendel, comment on va obtenir les gamètes? Loi de la ségrégation indépendante. Vous avez donc les allèles d'un même couple qui vont se séparer. Grand A et petit a se séparent et peuvent se recombiner aux allèles de l'autre couple. Alors, c'est-à-dire, grand A va s'associer avec grand B. Grand A peut s'associer avec petit b. Alors, ce qui va nous donner un quart de grand A avec grand B, un quart de grand A et petit b. Alors, vous avez donc, ici, nous voyons bien que les deux allèles là se séparent, mais peuvent se recombiner aux allèles de l'autre couple. C'est la troisième loi de Mendel. Donc là aussi, petit a se sépare de grand A et peut se recombiner avec les autres allèles, ce qui va nous donner encore un quart de petit a, grand B, et puis un quart de petit a, petit b. Alors, voilà comment on obtient les allèles dans les gamètes. Hein? On applique la troisième loi de Mendel. Donc, nous avons grand A avec grand B, grand A avec petit b, et petit a avec grand B, petit a avec petit b. Et tous les gamètes ont la même probabilité, un quart, un quart, un quart. Donc, on prend, pour avoir un quart, un quart, un quart, un quart, donc on prend le nombre de gamètes, 4, donc, et on divise le nombre de chaque type de gamète par 4. Donc là aussi, nous avons un quart de grand A, grand B, un quart de grand A, petit b, un quart de petit a, grand B, et puis un quart de petit a, petit b. Voilà. Ça sont les gamètes. Alors, les résultats de la F2. Alors, on ne va pas reprendre encore l'échiquier de croisement. Nous connaissons déjà les résultats de la F2
d'un dihybridisme avec ségrégation indépendante. Ces résultats-là, nous les connaissons. Donc, on peut l'obtenir à partir de l'échiquier de croisement, mais je suppose que tout le monde connaît comment établir l'échiquier de croisement. Et là, nous allons seulement donner les résultats. Nous allons donner seulement les résultats. Alors, nous aurons donc ici 9/16 de grand A, grand B, 3/16 de petit a, de grand A, petit B, 3/16 de petit a, grand B, et puis 1/16 de petit a, petit b. Alors, quel sera le phénotype de ces individus-là? Ici, nous avons grand A, grand B. Alors, ça veut dire qu'ils vont avoir des yeux colorés. Bien. Ici, nous avons grand A et petit b, la présence de grand A met en évidence la présence des yeux. Nous avons des yeux, mais petit b, il est inactif, donc nous aurons donc des yeux incolores. Et puis, là, c'est sans yeux. Et ici également, nous avons sans yeux. Ce qui nous fait ici 9/16, 3/16, et ici, ça nous fait 4/16. Alors, voilà comment on obtient les proportions 9/16, 3/16, 4/16 dans une épistasie avec ségrégation indépendante. Donc, un dihybridisme avec dominance absolue, gène indépendant et épistasie. Donc, vous avez les proportions 9/16, 3/16, 4/16. Ce sont les proportions que vous devez retenir pour mettre en évidence l'épistasie. Alors, on peut faire un exercice d'approfondissement, toujours pour mettre en évidence l'épistasie récessive. On va prendre un exercice d'approfondissement. Bien, vous prenez le texte. Alors, on va chez la souris. Donc, chez la souris. Les pigments responsables de la coloration ou de la couleur du pelage dépendent d'un allèle grand C. Si les souris ont pour génotype grand C sur grand C ou grand C sur petit c, la couleur de leur pelage dépendra d'un autre gène dont l'allèle grand A permet la coloration grise et l'allèle petit a et l'allèle petit a
permet la coloration noire. Donc je reprends. Chez la souris, les pigments responsables de la couleur du pelage dépendent d'un allèle qui est grand C, dépend d'un allèle grand C, point virgule. Si les souris ont pour génotype grand C sur grand C ou grand C sur petit c, la couleur de leur pelage dépendra d'un autre gène dont l'allèle permet la coloration grise et l'allèle petit a permet la coloration noire. Donc nous avons ici dans cet exercice deux gènes. Vous avez le gène 1 qui est responsable de la formation du pigment et vous avez le deuxième gène qui est responsable de la coloration du pelage. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors on va croiser on croise des souris grises entre elles. Et on obtient les résultats suivants. Donc, on croise des souris grises entre elles et on obtient les résultats suivants. Alors, 45 souris grises, 24 souris albinos, et puis 21 souris albinos et 14 souris noires. Alors, première question. Quel est le génotype? Quel est le génotype des souris? Quel est le génotype des souris parentales? Justifié. Deuxième question. Les phénotypes. Les phénotypes obtenus sont-ils en accord avec votre réponse? Voilà notre exercice. Voilà notre exercice. Bien. Nous allons résoudre cela, cet exercice d'application. Alors, c'est là où nous allons mettre en évidence la manière de calculer les proportions phénotypiques. Alors, c'est le corriger. Alors, corriger. Première question. On nous demande le génotype des souris parentales. Génotype des parents. Alors, on nous a dit qu'on a croisé des souris grises entre elles. Et
Et on constate que dans la descendance de ces souris grises, il y a apparition de plusieurs phénotypes. Donc la descendance de ces parents-là est, la descendance de ces parents est, alors, la descendance de ces parents est hétérogène. Donc nous pouvons dire que les parents sont hétérozygotes. On peut donner leur génotype. Alors, des génotypes, alors ce sont des souris grises. Donc, ça veut dire que ces souris possèdent le pigment, mais possèdent aussi l'allèle grand A. Et ces souris sont des hybrides, donc on aura grand C sur petit c et grand A sur petit a. Voilà. Les souris sont grises, les souris possèdent donc le pigment qui est déterminé par l'allèle C et ils possèdent également la coloration grise qui est déterminée par l'allèle A. Mais comme ce sont des hybrides, ça veut dire obligatoirement ils doivent avoir petit c et petit a. Alors justification. Descendance hétérogène. Descendance hétérogène, c'est ça qui justifie donc que les parents sont hétérozygotes. Bien, deuxième question. Est-ce que les résultats phénotypiques obtenus ici sont en accord avec notre réponse là? Alors, on va le vérifier. Donc, nous mettons vérification. Alors, pour vérifier, nous allons faire l'étude statistique. Étude statistique. Alors, nous allons calculer l'effectif total. Effectif total. Ça nous donne 45 plus 21 plus 14. Donc, l'effectif total nous donne 80 souris. Donc, ça, c'est après plusieurs portées, on a obtenu ces souris-là. Alors, étude statistique. Maintenant, nous allons calculer les proportions. Alors, on va calculer les proportions. Alors, pour calculer les proportions, alors notez bien que dans cette méthode, il faut d'abord rechercher petit n, calcul de petit n. Petit n, c'est quoi? C'est le plus petit nombre. Plus petit nombre du phénotype. Plus petit nombre des phénotypes. Alors, comment trouver ce petit nombre? Tout simplement, n sera égal à l'effectif total divisé par 16. 16 qui est le nombre de phénotypes. Donc, nous allons prendre ici l'effectif total. Nous avons trouvé 80 divisé par 16. Et si vous faites 80 divisé par 16, vous allez trouver 5. Donc, le plus petit nombre de phénotypes, c'est 5. Alors, maintenant, on va rechercher les proportions des phénotypes. Proportions des phénotypes.
Les gamètes obtenus vont être placés dans un échiquier de croisement et à partir de cet échiquier de croisement, nous avons les résultats phénotypiques. Alors, ces résultats phénotypiques, nous les connaissons. Ce sont les résultats de la F2 d'un dihybridisme avec ségrégation indépendante. Il s'agit donc de 9/16 de grand C, grand A, 3/16 de grand C, petit a, 3/16 de petit c, grand A, et 1/16 de petit c, petit a. Concrètement, qu'est-ce que cela va nous donner? Ici, grand C et grand A, ça nous donne 9/16 de souris grise, puisque grand C permet la formation du pigment, grand A permet la coloration grise. Alors ici, nous aurons 3/16. Ici, grand C permet la formation du pigment, petit a permet la formation de la coloration noire. Donc, grand C de souris, 3/16 de souris noire. Alors ici, nous avons 3/16. Nous avons l'allèle petit c qui empêche la formation du pigment. L'allèle petit c empêche la formation du pigment. Et à ce moment-là, comme il n'y a pas de pigment, l'individu sera albinos. Ici, nous avons des souris albinos. Et là également, c'est la même chose. L'individu ne peut pas former les pigments. Donc, nous aurons 1/16 de souris albinos. Donc, si nous récapitulons, nous avons donc ici 9/16 de souris grise, 3/16 de souris noire, et enfin ici, lorsqu'on additionne, nous avons 4/16 de souris albinos. Voilà, nous obtenons les mêmes proportions que nous avons eues avec l'étude statistique. Par conséquent, nos résultats phénotypiques prouvent bien que la réponse que nous avons donnée à la première question est bien juste. Les parents ont donc un génotype hétérozygote. Ils sont hybrides. Donc, nous écrivons les résultats phénotypiques obtenus sont en accord avec la réponse. Avec la réponse de la question numéro 1. Voilà. Et nous avons fini avec notre exercice qui portait sur l'épistasie récessive. Donc, à noter que lorsque nous avons deux gènes, il peut exister une interaction entre ces deux gènes qui va donc empêcher l'expression d'un autre gène. Vous pourriez avoir un gène dominant qui empêche l'expression d'un autre gène dominant. Ça, c'est l'épistasie dominante. Mais vous pourrez aussi avoir un gène récessif qui empêche l'expression d'un gène dominant. Et ça, c'est l'épistasie récessive. Donc, nous avons pris un exercice sur l'épistasie récessive et nous avons mis en évidence les proportions qui caractérisent l'épistasie récessive. Nous avons mis en évidence les proportions 9/16, 3/16, 4/16 qui mettent en évidence l'épistasie récessive. Mais ici, il y a une difficulté souvent, c'est la méthode de calcul des proportions. Pour calculer les proportions, on ne doit pas utiliser la même méthode que nous avons utilisée au cours du monohybridisme ou du dihybridisme, mais là, je vous ai montré une nouvelle méthode qui passe par la recherche d'abord du plus petit nombre. Comment on trouve le plus petit nombre de phénotypes? Il faut diviser l'effectif total par 16. Et voilà, comment vous allez trouver le plus petit nombre?
Et à partir de ce moment-là, pour avoir les proportions de chaque phénotype, vous divisez le nombre du phénotype par le plus petit nombre. Et ainsi de suite, vous aurez donc les proportions de l'épistasie. Donc, nous avons fini avec l'épistasie récessive. Prochainement, nous allons voir l'épistasie dominante. On va prendre un exemple et on va prendre aussi un exercice pour clôturer avec l'épistasie. Merci beaucoup. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.